Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, aujourd'hui numéro 86. Et pour ce numéro, je vous propose un nouvel exercice autour des équations différentielles. L'énoncé est le suivant. Nous avons Q, une fonction qui est considérée comme continue de R+ vers R et supposée également intégrable sur R+. Il faut montrer qu'il existe alors une solution Y C2 de R+ vers R non bornée à l'équation différentielle suivante, y seconde plus qy est égal à 0. Donc voilà, c'est un exercice assez intéressant sur les équations différentielles, plutôt abordable en deuxième année de classe préparatoire, puisqu'on va avoir besoin de quelques outils autour de ce qu'on voit en deuxième année de classe préparatoire, surtout que là on a affaire à une équation différentielle linéaire d'ordre 2, mais ici à coefficient non constant. Donc bon, ça demande un petit peu plus de flexibilité sur les notions que l'on a besoin d'utiliser pour résoudre ça, ou en tout cas pour tenter de mettre en avant justement l'existence d'une solution non bornée. Puisqu'on ne va pas chercher vraiment à résoudre ça, vu que résoudre ce genre de choses, c'est très compliqué en général, quand on travaille avec des coefficients non constants, mais ici on veut juste comprendre le comportement des solutions, et là notamment avoir cette existence de solutions non bornées. Bon voilà, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter autour de cet exercice, donc je vous invite à faire une petite pause dès maintenant pour essayer de résoudre cet exercice avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, on est parti. Alors pour résoudre cet exercice, on va passer par deux étapes qui seront, pour ainsi dire, des sous-questions. La première chose qu'on va faire, c'est on va prendre une fonction bornée, donc soit f, une fonction C2 R+ vers R bornée, qui est solution de E. Montrer que f' admet une limite finie en plus infini. Donc c'est la première chose qu'on va faire. On va montrer en fait que f' admet, donc si f est une solution bornée à notre équation différentielle, alors f' admet une limite finie, et en plus de ça, on peut même dire mieux que ça, la limite est nulle. Et que cette limite est nulle. Donc ça sera notre première étape de résolution. Deuxième étape de résolution, ça va être utiliser, et c'est là la notion importante de deuxième année qui va nous être utile, qu'on a déjà vu lors de l'Exode-Call précédent. Donc petit running gag, on va utiliser à nouveau le Wronskien. Et conclure. J'en dis pas trop de choses ici, exprès, pour vous laisser vraiment la réflexion et essayer de voir en quoi l'utilisation du Wronskien va nous être utile pour conclure. Bien, maintenant vous avez le chemin tout tracé, à vous de jouer en essayant de répondre à chacune de ces questions. Encore une fois, je vous invite donc à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice en suivant ce chemin tracé. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Je trouve que c'est un exercice très intéressant à faire et qui montre une nouvelle utilisation du Wronskien. Puisque c'est vrai qu'en deuxième année de classe préparatoire, on vous introduit... on va dire que c'est pas très souvent qu'on vous met en avant l'utilisation de ce Wronskien. Alors on a eu l'occasion de voir ça lors d'un Exode-Call précédent pour dire de établir une équation différentielle qui est vérifiée par deux fonctions bien précises. Et donc on veut faire en sorte que ces deux fonctions bien précises soient solutions de l'équation différentielle qu'on veut mettre en place. On a vu dans ce cas-là l'utilisation du Wronskien. Et là ici, on va voir l'utilisation du Wronskien pour justement comprendre le comportement de certaines solutions de cette équation différentielle. Et on va voir en quoi ça va être utile. Donc premièrement, je vais d'abord démontrer ce qu'on me demande ici, de montrer que si j'ai f qui est une solution bornée, alors f' admet une limite finie et qu'en plus de ça, cette limite est nulle. Alors je vais commencer par montrer que la limite est finie. Donc si j'ai f qui est tel que demandé, donc supposons f telle qu'elle est
énoncé. Donc ça veut alors dire que pour tout x dans les réels, eh bien f seconde de x plus q de x f de x est égal à 0. Si je veux trouver f', essayons d'utiliser des choses concernant f, eh bien la bonne idée c'est de se dire qu'en fait on peut écrire f seconde en fonction du reste, et que f seconde bah, c'est rien d'autre que la dérivée de f', donc il me resterait qu'à intégrer, et c'est exactement ce que je vais faire. Donc en fait, ainsi, f' de x, eh bien peut s'écrire l'intégrale, donc je vais le faire, donc là, ça peut s'écrire comme l'intégrale, alors si je veux être assez précis, je pourrais dire c'est f' d'un certain a plus intégrale de a à x de f, faisons les choses convenablement, de q de q de t, enfin x, q de t, avec un moins ce serait mieux peut-être, q de t, f de t, dt. Donc je le vois ça comme prendre une primitive particulière avec ici un a, donc pour un certain a dans R+. Donc voilà, je prends une primitive particulière, hein, j'utilise les formules d'intégration, théorème d'intégration, hein, assez classique. Donc là, ça serait faire normalement l'intégrale de f seconde, mais bon voilà, l'intégrale de f seconde, ça fera intervenir du f'. Donc je peux écrire f' de x comme ceci, et là, l'avantage de l'avoir écrit comme cela, c'est d'utiliser le fait que q est supposé intégrable. Donc, on sait que q est continu d'une part, et est intégrable sur R+. Donc ça veut dire que l'intégrale de a à plus infini de cette chose existe. Très bien. Pour q de t seulement. Mais là je multiplie par f de t. Qu'est-ce que ça change? Bah pas grand chose en fait, puisque f de t est supposé borné. Hein, donc f est supposé borné. On a dit notre fonction est une solution bornée. Donc comme f est borné, bah ça je peux le majorer par le sub de f fois bah, finalement la valeur absolue de q de t si vous voulez, en intégrale. Mais comme q est supposé intégrable, on conclut. Donc ceci me permet de dire alors que je vais faire comme ça, la valeur absolue de... Je vais peut-être le faire juste en mettant des intégrales. Donc 2 plus moins q de t f de t en valeur absolue, et donc inférieur ou égal à la norme sub de f dans R+, f étant borné et étant supposé donc continu, bah, elle va admettre une borne sub, fois donc, je vais avoir un q, donc valeur absolue de q de t. Or, q de t est supposé intégrable, donc ça signifie que l'intégrale de cette chose-là est finie, et donc l'intégrale de cette chose-là est finie, ce qui signifie alors, en enlevant les valeurs absolues, que cette intégrale, en remplaçant x par l'infini, est finie. Donc elle converge. Ainsi, l'intégrale de a à plus infini de moins q de t f de t dt converge. Et le fait d'avoir ça me permet de dire alors que la limite, quand x tend vers plus infini de f' de x, eh bien c'est tout simplement f' de a plus l'intégrale de a à plus infini de moins q de t f de t dt. Et donc ceci est fini. Donc voilà, on a réussi à démontrer alors que f' admet bien une limite finie en plus infini. Reste encore à montrer que cette limite est nulle. Ok, alors maintenant, comment on va montrer que la limite est nulle? Eh bien, on va réutiliser le même procédé ici, mais cette fois-ci, pas sur f', sur f. Car on va montrer que si la limite est non nulle, cela va contredire le fait que f est borné. Donc je vais effacer un petit peu, disons, le début, ça c'est plus gênant. Hop. Donc supposons, ou posons,
L égale cette limite. Donc, limite quand x tend vers plus infini de f' de x. Et supposons, par l'absurde, que L est strictement positif dans un premier temps. Puis en fait, le raisonnement que je vais faire pour L strictement positif va marcher pour L strictement négatif. Alors, il y a deux choses qui vont se produire. La première, c'est que je vais utiliser une formule qui était très proche de celle que j'ai fait pour f'. C'est juste que je vais le faire pour f. En effet, on peut écrire que pour tout x dans R, eh bien j'ai f de x qui peut s'écrire f de a plus l'intégrale de a à x de f' de t dt. Et ce, également pour n'importe quel a dans R+. Donc x est aussi dans R+, j'ai peut-être oublié de le préciser. Très bien, donc x est dans R+, a est dans R+, et on a ce genre d'égalité grâce, encore une fois, à un théorème d'intégration. Maintenant, hop. Bon, si vous voulez, le a ici n'est pas le même que celui pour f', donc je vais peut-être l'appeler a' exprès. Bon, très bien, et puis je vais utiliser le fait que f' tende vers L. Donc qu'est-ce que ça veut dire précisément? Ça veut dire que pour tout epsilon positif, il existe un x0 qui va être également strictement positif, tel que pour tout x plus grand que ce x0, on va avoir la différence de f' de... Alors, je suis en train de me dire, est-ce que c'est bien de le faire avec x? Je devrais peut-être le faire avec t. Juste pour que ça colle avec l'intégrale, rien de bien méchant. Donc f' de t moins L est plus petite que epsilon. Donc je peux écrire ceci. Bien. Alors si je choisis bien le epsilon, vous allez voir que ça va me mener à une contradiction quant à la bornitude de f. Donc en effet, si je choisis epsilon comme étant égal à L sur 2, donc en prenant epsilon égale L sur 2, cette chose-là, énoncée ici, me dit qu'il existe un x0 précis pour ce epsilon, tel que pour n'importe quel t plus grand que ce x0, je vais avoir ça qui va être plus grand, enfin qui va être plus petit ou égal pardon, à L sur 2. Et ça, en changeant un petit peu les inégalités, en jouant avec la valeur absolue, ça va me permettre de conclure qu'on va avoir pour n'importe quel t plus grand que le x0 qu'on aurait trouvé ici, f' de t qui va devoir être plus grand que L sur 2. Il suffit de dire que ça doit être compris entre L sur 2 et moins L sur 2. Le moins L, on le met de l'autre côté et on va obtenir que f' de t va devoir être plus grand que L sur 2, plus petit que 3L sur 2. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ça, parce que là, j'ai supposé que L est strictement positive. Très bien. Alors, ça veut dire que en changeant un tout petit peu le A' que j'ai mis par x0, hein, l'égalité reste vraie. Donc, ainsi, je peux écrire que f de x, c'est la même chose que f de x0 plus l'intégrale de x0 à x de f' de t dt. Et cette égalité est vraie pour n'importe quel x dans R+, mais en particulier pour x plus grand que x0. Donc là, je vais ici prendre x plus grand que x0 exprès. Comme ça, en prenant ceci, je vais pouvoir affirmer que f' de t est plus grand que L sur 2. Donc ceci est alors plus grand ou égal à f de x0 plus intégrale de x0 à x de L sur 2 dt. Ça, c'est une intégrale d'une constante, c'est facile à calculer. Ceci me donne f de x0 plus x moins x0 fois L sur 2. Comme L est strictement positif, x, quand x tend vers plus infini, on voit que ce truc-là va tendre vers plus infini. Fois f de x0, lui il fait rien, donc on se retrouve avec un truc qui tend vers plus infini quand x tend vers plus infini. Ceci est donc une contradiction, en effet, comme je vous l'avais annoncé, avec le fait que f est supposé borné. Très bien, donc on voit que L doit être strictement, ne peut pas être strictement positif,
Et on peut faire un raisonnement analogue en supposant que L est strictement négatif. Donc si L est strictement négatif, on peut réécrire la même chose ici, on va refaire la même chose ici, on va considérer epsilon comme étant égal à moins L sur 2, comme ça, cela permettra de faire en sorte que f' de t soit plus petit que L sur 2, donc ça changera juste l'inégalité de ce côté-là. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on écrit, on va avoir plus petit que L sur 2, et là, comme L est négatif, on va avoir un truc qui tend vers moins infini. Donc quelque chose qui sera plus petit que quelque chose qui tend vers moins infini, tendra vers moins infini. Voilà, je l'ai dit rapidement à l'oral, je ne vais pas l'écrire, mais en effet, donc là, je peux faire la contradiction. Donc un raisonnement analogue que j'ai fait rapidement à l'oral. Aboutit à une contradiction si L est supposé strictement négatif, et donc ça veut dire que L est nul. Que je rappelle être la limite, quand x tend vers plus infini, de f', n'a pas d'autre choix que d'être nul. Bien, ceci répond donc à la première question. On vient de montrer qu'en effet, si f est une fonction bornée, solution de l'équation différentielle, alors d'une part, elle a une limite finie, d'autre part, cette limite doit être nulle. Maintenant, deuxième point, utiliser le Wronskien pour conclure. Alors je vais rappeler ce qu'est le Wronskien. Pour pouvoir utiliser le Wronskien, il nous faut une base de solution. Donc rappel, où j'ai pas forcément besoin d'une base de solution, mais j'ai besoin au moins en tout cas de deux solutions d'une équation différentielle. Donc de toute façon, j'ai besoin juste de deux fonctions pour définir le Wronskien. Mais généralement, on peut prendre une base de solution, c'est ce qu'on fait très souvent quand on étudie ces équations différentielles. On va faire ensuite les calculs. Donc moi je vais faire ça, et en fait je vais prendre une base de solution et je vais lancer une preuve par l'absurde, en supposant que toutes les solutions sont bornées. Et donc si toutes les solutions sont bornées, je peux trouver une base de solution où les deux fonctions sont bornées. Donc c'est ça que je vais faire. Supposons, par l'absurde, que toute fonction bornée, enfin toute fonction solution de E est bornée. Et on va essayer d'aboutir à une contradiction. Donc on avait vu d'ailleurs lors du précédent exo de colle que quand on a une équation différentielle du second ordre linéaire, homogène, alors l'espace de solution est engendré par par deux fonctions. Donc là, ça va être de dimension 2, l'espace de solution est de dimension 2, et plus généralement, si on avait une équation différentielle d'ordre n, homogène, encore une fois, linéaire, et bien dans ce cas-là, on aurait un espace de solution de dimension n. Je vous renvoie à l'exercice 85 pour plus de détails. Ici, je vais juste dire que je vais prendre une base de solution, donc je vais prendre deux fonctions, donc soit phi et psi, une base de solution de E. Donc, je vais juste me contenter de dire qu'en effet c'est de dimension 2. Bon, très bien, alors je prends cette base de solution et je rappelle que le Wronskien se définit de la manière suivante. Le Wronskien, c'est le déterminant de phi avec phi' et psi avec psi' pour chacune des colonnes. Donc c'est comme ça qu'est défini le Wronskien quand je me donne deux fonctions. Et là, plus généralement, on utilise ça pour les bases de solutions car on a des relations assez intéressantes vérifiées par une telle fonction. Bon, et puis ce que je vais faire avec ce Wronskien, c'est que je vais le dériver. Alors si je le dérive, il y a une propriété de cours, c'est une propriété de cours, qui vous dit que normalement, W est solution d'une équation différentielle du premier ordre, qui fait normalement intervenir le terme devant y' dans l'équation différentielle. Ici, vous remarquerez qu'il n'y a pas de terme en y'. Donc ça signifie que W'
va être nul. Et je vais vous le prouver, hein, juste pour bien vous mettre ça en avant. Donc si je calcule W', on pourra se rendre compte que ça va être égal à l'équation, enfin au déterminant suivant, psi secondes. Pourquoi? Parce que quand vous dérivez un déterminant, vous avez un produit donc de tous les termes qui vont apparaître avec avec une permutation qui va se jouer. Et en fait, on pourra se rendre compte, en tout cas dans ce cas-là bien précis, que ça signifie que soit on doit dériver la première ligne et toutes les fonctions de la première ligne, soit on doit dériver toutes les fonctions de la deuxième ligne. Et là, ici, il se trouve que dériver toutes les fonctions de la première ligne, ça vous donne deux lignes qui vont être linéairement indépendantes. Donc en termes de déterminant, ça fait 0. On pourra s'en rendre compte si on développait carrément, si on lançait le calcul avec phi psi prime moins phi prime psi. Si je fais le calcul directement avec ça, on se rendra compte que phi prime psi prime va apparaître ici en dérivant, et ici en dérivant phi prime psi prime aussi, donc ça va se simplifier. Mais sinon, plus généralement, c'est comme ça que ça marche. On dérive chacune des lignes et on écrit toutes les possibilités qui vont apparaître. Ici, on obtient donc le seul déterminant qui peut encore survivre, c'est celui-là. Or, phi prime et psi prime sont solutions de cette équation. Donc en l'occurrence, je peux les remplacer par moins q phi et moins q psi respectivement. Donc je peux écrire ceci. Phi psi moins q phi et moins q psi. Mais par conséquent, les deux lignes que je viens d'écrire sont linéairement indépendantes. Donc, on obtient 0. Donc W' est nul, plus ou moins comme attendu, d'après le cours sur les équations différentielles du second ordre. Et donc, ça veut dire que W est constante. Donc W est constante. Quelle est cette constante? Et c'est là où la question de la limite en plus infinie va être utile. Donc je vais effacer ce que j'ai écrit ici, mais en fait je vais l'utiliser là. Or, phi et psi sont justement des fonctions qui vérifient l'hypothèse du 1, donc sont des fonctions vérifiant les hypothèses du premier point. Donc, on va avoir la limite de phi prime de t quand t tend vers plus infini, qui est égal à 0, qui est égal aussi à la limite quand t tend vers plus infini de psi prime de t. Et donc si je remplace, je pense que vous l'avez compris maintenant, si je remplace, ça veut dire alors que la limite quand t tend vers plus infini de w de t, ça va être égal à, normalement, là, je vais avoir la limite de chacun des produits, donc limite de phi de t, psi prime de t, moins limite de phi prime de t, psi de t. Hop, on espère ne pas avoir fait de bêtises. Quand t tend vers plus infini, t tend vers plus infini. Or, phi est supposé borné, psi aussi. Donc comme l'autre terme tend vers 0, un truc qui tend vers 0 faut un truc qui est borné, ça tend vers 0. Et là c'est pareil de l'autre côté. Donc en conclusion, on obtient 0. Or cette limite, comme w est constante, ça devrait être égal à la constante. Donc ça veut dire alors que w de t, donc pour tout t dans R+, w de t est égal à 0. Je vous rappelle que c'est le déterminant de phi, phi prime, psi, psi prime. Ça veut dire alors que phi et psi sont collinéaires. Phi et psi sont collinéaires. Et ça, c'est une contradiction avec le fait qu'on avait supposé que phi et psi étaient une base de solution de l'équation différentielle E. Une contradiction avec phi, psi, base de solution de E. Ce qui nous a permis d'aboutir à cette contradiction, c'est le fait d'avoir supposé au tout début que les fonctions qui étaient solutions de l'équation E étaient toutes bornées. Et on est donc arrivé à une contradiction, ce qui signifie alors, donc, on conclut
Hop, donc on conclut que, qu'il existe une solution de E non bornée et voilà, ceci conclut donc cet exercice et la résolution de cet exercice. Je trouve un très joli exercice qui met en avant vraiment l'utilisation du Wronskien pour essayer de comprendre le comportement des fonctions qui seraient solutions de telle ou telle équation différentielle. Bon voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé, je n'ai pas beaucoup d'autres choses à dire autour de cet exercice, à savoir juste que c'est quand même assez utile de penser au Wronskien, ça c'est vrai que c'est peut-être parfois assez... J'ai l'impression que c'est quand même assez délaissé l'utilisation du Wronskien autour des exercices d'équations différentielles, mais je pense qu'il n'est pas à négliger quand on a affaire à des équations différentielles de cette forme, puisque comme vous pouvez le voir, ceci permet de mettre en avant quelques petits comportements autour des solutions d'une équation différentielle, et là notamment l'existence d'une solution non bornée, chose qui était a priori pas si simple à mettre en évidence. Donc voilà, je pense que c'était intéressant de voir ça, de voir cette utilisation de Wronskien. En dehors de ça, je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Il peut y avoir aussi des questions, juste pour le dire, on pourrait très bien utiliser le Wronskien pour par exemple montrer peut-être que les solutions de telle ou telle équation sont toutes périodiques ou pas, par exemple. Il peut y avoir des exercices où on a y seconde, puis ici on a un truc en cosinus, y égale 0. On pourrait se poser la question, est-ce qu'il existe une solution qui n'est pas périodique? Et là, pareil, on peut faire le même type de raisonnement en essayant de dire des choses sur une fonction qui est périodique, et puis conclure peut-être, à cause des propriétés que doit vérifier une fonction périodique, solution de cette équation, pouvoir conclure que en fait c'est pas possible d'avoir une base de solution donnée par des fonctions périodiques. Je sais pas, je donne un exemple comme ça, je suis même pas sûr de si l'exemple que j'ai donné est correct, mais en tout cas l'idée c'est ça, c'est en fait vraiment essayer d'extraire à partir d'informations autour de l'équation différentielle le fait qu'il va exister une solution qui vérifie telle ou telle propriété. Chose qui est assez utile pour des gens qui font de la recherche autour des équations différentielles. Quand ils utilisent des équations différentielles, ça leur arrive très souvent d'essayer de comprendre le comportement des solutions de telle ou telle équation différentielle, et donc justement de se poser la question, est-ce qu'il existe des solutions qui vérifient telle ou telle contrainte? Et donc voilà, c'est typique. Donc là j'ai dit par exemple une fonction périodique, et donc utiliser par exemple des développements en série de Fourier. Il pourrait y avoir d'autres types de questions, comme est-ce qu'il existe une solution qui serait développable en série entière? Ça pareil, on pourrait se poser la question, est-ce que toutes les solutions sont développables en série entière? Et donc par le Wronskien peut-être conclure à une contradiction, ou alors directement avec le développement en série entière si c'est pas pour le Wronskien. Mais bon voilà, juste pour vous donner une idée de type de choses qu'on pourrait obtenir juste en utilisant ces mêmes idées d'études de fonctions qui sont solutions et qui vérifient telle ou telle propriété, et d'utiliser le Wronskien derrière pour mettre en avant que si ça vérifie telle ou telle propriété, ça peut amener à une contradiction par rapport au fait d'avoir que des solutions qui vérifient toutes la même propriété. Donc là notamment la bornitude. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose d'autre à pouvoir ajouter ici sur cet exercice. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui seraient intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière un peu plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Comme d'habitude, encore une fois, j'évite de me planter, ici c'est pour me soutenir, ici ce sera pour vous abonner, et n'oubliez pas d'activer la clochette pour avoir les dernières news de la chaîne. Ensuite, de nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et moi, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!